La veille de Noël, j'ai invité mes 3 enfants à dîner. J'ai attendu jusqu'à ce que les plats refroidissent. Personne n'est venu. Puis j'ai vu la discussion de groupe familial. Ils se moquèrent de moi. Le vieux est insupportable. Personne n'a envie de passer Noël avec lui. Mon cœur est devenu plus froid que cette nuit de Noël. À cet instant, j'ai décidé qu'il fallait leur donner une leçon. Alors j'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Le lendemain matin, ils se sont réveillés en hurlant quand ils ont découvert ce que j'avais fait la nuit précédente. Je vous remercie de prendre le temps d'écouter mon histoire. Avant de continuer vers cette cuisine froide, la veille de Noël, dites-moi dans les commentaires, où êtes-vous en ce moment et quelle heure est-il? Un autre Noël approche. À tous ceux qui suivent cette histoire, je vous souhaite chaleur, amour et la présence de personnes qui vous apprécient vraiment. Ce que je m'apprête à partager s'est passé le Noël dernier. Une nuit qui a changé tout ce que je croyais savoir sur la famille. Laissez-moi vous raconter mon histoire. Il était 19 heures, la veille de Noël à Paris. Ma cuisine embaumait la dinde rôtie et la cannelle. La table était dressée pour 9 personnes, y compris 2 petites chaises que j'avais achetées spécialement pour Parker et Ella, mes petits-enfants. J'étais seul, mais je ne me sentais pas seul. Il y a une différence. À 59 ans, j'avais reconstruit ma vie après que ma femme Sarah soit décédée 6 ans auparavant. Je donnais des cours de cuisine le jeudi. Je tenais un blog culinaire qui avait vraiment des abonnés. Je jouais aux échecs avec Howard tous les mardis. J'avais des amis. J'avais un but. Je n'étais pas un vieillard désespéré, attendant à la fenêtre des enfants qui ne venaient jamais. Ce soir devait être différent. Il y a 2 semaines, j'avais invité tout le monde à dîner. Mes 3 enfants. Warren, 34 ans, avec sa femme Stella et leurs 2 enfants. Brice, 31 ans. Blair, 27 ans. La famille réunie comme avant. Leur réponse dans notre discussion de groupe avait été brève. Warren avait écrit « Peut-être ». Brice avait envoyé un emoji pouce levé. Blair n'avait même pas ouvert le message pendant 3 jours. J'avais choisi d'espérer quand même. J'avais passé 3 jours à préparer. La dinde marinait depuis lundi. J'avais fait la sauce aux canneberges de Sarah avec du zeste d'orange et du bourbon, une purée de pommes de terre onctueuse, un gratin de haricots verts, une tarte à la citrouille avec une pâte si croustillante qu'elle aurait pu vous faire pleurer. Tout devait être parfait. Bing Crosby chantait White Christmas sur ma vieille radio. Par la fenêtre, je voyais les enfants de mes voisins construire un bonhomme de neige sous la pluie froide parisienne. La dinde reposait, dorée et parfaite, sur le plat de la grand-mère de Sarah, celui que nous n'utilisions que pour les grandes occasions. À 19h30, je me suis essuyé les mains sur mon tablier et j'ai vérifié mon téléphone, juste pour voir s'ils étaient en retard. La circulation sur le périphérique pouvait être terrible la veille de Noël. L'écran affichait de nouveaux messages dans la discussion Marshall. Mon cœur a bondi. Blair avait écrit « Sérieusement, on est obligé d'y aller ? Le vieux est insupportable. Personne n'a envie de passer Noël avec lui. » Warren avait répondu « J'ai dit à Stella qu'on serait chez ses parents. Elle va me tuer si je me défile. » Brice avait ajouté « De toute façon, il va nous culpabiliser. Laissons-le manger seul. » L'emoji qui rit. Mon fils cadet avait ajouté un emoji qui rit. Je l'ai lu 1 fois, 2 fois, 3 fois, comme si la répétition pouvait réarranger les mots en quelque chose de moins cruel. Mon pouce a flotté au-dessus de l'écran, prêt à taper. Mauvaise discussion, les enfants, je peux voir ça. Mais je ne l'ai pas fait. J'ai posé le téléphone lentement. Mes mains étaient indestables. Ça m'a surpris. Quand Sarah est morte, je m'étais effondré dans ce couloir d'hôpital, incapable de respirer. Là, c'était différent. Plus froid, plus net, comme une lame glissant entre les côtes, si tranchante qu'on ne la sent pas tout de suite. J'ai regardé la salle à manger. 9 couverts, bougies attendant d'être allumées. La bonne vaisselle. Ces 2 petites chaises positionnées soigneusement pour que Parker et Ella puissent atteindre la table. Tout préparé pour des gens qui riaient à l'idée de me laisser manger seul. I'll be home for Christmas a commencé à jouer à la radio, et l'ironie a failli me briser. Failli. Au lieu de ça, je me suis dirigé vers mon bureau, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. L'écran brillait d'une lueur bleue dans la lumière déclinante. Si mes enfants pensaient que c'était la fin,
S'il pensait qu'il pouvait me jeter comme des restes de la veille sans conséquence, il n'avait aucune idée de ce qui allait commencer. J'ai ouvert mon ordinateur et pris une décision qui allait tout changer. Certaines personnes s'effondrent quand on les trahit. Moi, j'ai installé une caméra. Mon ordinateur brillait, curseur clignotant. J'aurais pu les confronter dans cette discussion de groupe. Taper «Mauvaise discussion, les enfants», je peux voir ça. Mais qu'est-ce que ça aurait accompli? Des excuses gênées, des justifications à moitié sincères. Non, j'en avais fini avec le «à moitié». Ma colère n'était ni chaude ni bruyante. Elle était froide, concentrée. Assis dans ma cuisine silencieuse, j'ai réalisé que ce manque de respect n'était pas nouveau. Il se construisait depuis des années. Je cherchais juste des excuses. Warren, mon aîné, avait emprunté 50 000 euros il y a 3 ans pour une opportunité d'investissement. Jamais remboursé un centime. Maintenant, il n'appelait que quand il avait besoin que je garde Parker et Ella. Je laissais tout tomber. Je leur donnais à dîner, je les couchais. Ils venaient les chercher des heures en retard, marmonnaient «merci» et disparaissaient pendant des mois. Brice avait pris 20 000 euros il y a 2 ans pour un projet immobilier. Tout perdu. D'une manière ou d'une autre, c'était devenu ma faute. Tu aurais dû me prévenir que c'était risqué, papa. Il avait 31 ans. Depuis quand étais-je responsable de ces mauvaises décisions? Puis, il y avait Blair, 27 ans, ma cadette. Polie, parfaite. Sa vie sur les réseaux sociaux soigneusement mise en scène jusqu'au moindre détail. J'avais découvert l'année dernière qu'elle avait arrêté de m'inviter à ces événements. Une amie à elle avait demandé avec désinvolture: «Oh, vous n'étiez pas là?» Non, un chef retraité en tablier ne correspondait pas à l'esthétique de Blair. Je n'étais pas Instagram-worthy. J'avais trouvé des excuses pour eux tous. Ils sont occupés. Ils construisent leur vie. Ils ne le pensent pas vraiment. Mais ce message, le vieux est insupportable. Et cet emoji qui rit, c'était intentionnel. C'était cruel. J'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver Jordan Hayes. 23 ans. Passionné de technologie, fils de mon ami d'échecs Howard. Je l'avais aidé l'année dernière quand il avait perdu son travail. Je l'avais laissé rester dans ma chambre d'amis gratuitement. Il a répondu à la deuxième sonnerie. «Monsieur Marshall? Jordan, j'ai besoin de ton aide ce soir.» Pause. «Tout va bien? Peux-tu venir? J'ai besoin de quelqu'un qui comprend les caméras et le streaming en direct.» Autre pause. «Ouais, 25 minutes.» Il est arrivé à 20h30, inquiet. J'étais toujours en tablier, la table de la salle à manger parfaitement dressée derrière moi. «Monsieur Marshall, que se passe-t-il? J'ai besoin que tu installes une caméra. Je vais manger le dîner de Noël seul, et je veux que les gens le voient.» Ses yeux se sont écarquillés. Genre, en direct? Exactement. Vos enfants ne sont pas venus? Quelque chose comme ça. Il n'a pas posé plus de questions. Peut-être qu'il a vu quelque chose dans mon visage qui lui disait de ne pas le faire. Au lieu de ça, il a déballé son téléphone et un petit anneau lumineux de sa voiture. Il a tout positionné soigneusement. Le cadrage montrait moi, la table complète, les chaises vides et ses 2 petits sièges pour Parker et Ella. «Quelle plateforme?» a-t-il demandé. «Celle qui touche le plus de monde.» Il a hoché la tête. «Réseaux sociaux, alors? Quel titre?» J'ai réfléchi. «Manger le dîner de Noël seul. L'histoire d'un père.» La mâchoire de Jordan s'est serrée. Il l'a tapé. Direct dans 3, 2, 1. Le point rouge est apparu. Je me suis assis en bout de table, entouré de 9 couverts vides. La dinde fumait, les bougies vacillaient, et j'ai commencé à parler, ma voix stable. «Bonsoir. Je m'appelle Charles Marshall. J'ai 59 ans. Ce soir, c'est la veille de Noël et j'ai préparé ce repas pour ma famille. Mes 3 enfants, ma belle-fille et mes 2 petits-enfants.» J'ai fait un geste vers les chaises vides. «Mais comme vous pouvez le voir, je mange seul. Je n'ai pas fait de crise. Je n'ai pas pleuré. J'ai découpé la dinde. Je me suis servi et j'ai dit la vérité sur les années de sacrifice. L'argent jamais remboursé. Les petits-enfants que je voyais rarement. Le message que j'avais lu ce soir?» Jordan regardait en silence, l'expression se durcissant. Dans le coin de son écran, le compteur de vues a commencé à grimper. En 30 minutes, 5 000 personnes regardaient. À minuit, 2 millions.
Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé quand mes enfants ont vu la vidéo. Le matin de Noël, je n'avais pas prévu de devenir viral. J'avais prévu de dîner. Internet en avait décidé autrement. Le matin de Noël, je me suis réveillé avec un son que je n'avais pas entendu depuis des années. Mon téléphone vibrait sans arrêt, comme un essaim furieux. J'ai tendu la main, plissant les yeux vers l'écran. Les notifications se déversaient plus vite que je ne pouvais les lire. Messages, emails, commentaires, des milliers. La vidéo de la nuit dernière, celle que Jordan avait diffusée en direct, avait 5 millions de vues. 5 millions. Je me suis redressé, complètement réveillé. Mon dîner de Noël tranquille était devenu quelque chose d'autre. Quelque chose d'immense. Les commentaires défilaient sans fin. La plupart étaient gentils, furieux en mon nom. Ça m'a brisé le cœur. Ces enfants devraient avoir honte. J'appelle ma mère tout de suite. D'autres taguaient des médias et ils avaient répondu. Les titres remplissaient déjà mon fil d'actualité. Un père âgé mange Noël seul après que ses enfants se moquent de lui. Le dîner solitaire d'un chef devient viral. Je me suis souvenu de ce que j'avais dit pendant ce direct. La caméra de Jordan avait tout capturé. La table complète, les chaises vides, ma voix calme. Mes 3 enfants étaient censés être ici ce soir. Ils ont choisi de ne pas venir. Mais je suis reconnaissant pour ce repas, pour ma vie, et pour ceux qui valorisent encore la famille. Des mots simples, des mots honnêtes. Apparemment, ils avaient touché une corde sensible. Mais Internet ne s'est pas arrêté à la sympathie. C'est devenu une enquête. Quelqu'un a reconnu mon nom de famille, a trouvé le LinkedIn de Warren. De là, le site immobilier de Brice, les réseaux sociaux de Blair. Les captures d'écran se sont répandues comme une traînée de poudre. Ce sont les enfants ingrats. Imaginez traiter votre père comme ça. Puis j'ai vu une capture d'écran de notre discussion de groupe familial, le message de la veille de Noël. Le vieux est insupportable. Personne n'a envie de passer Noël avec lui. Cet emoji qui rit, public maintenant. Jordan. Il avait dû le partager. Accidentellement, j'en étais sûr qu'il dirait. Mais c'était là. La preuve que ce n'était pas de la fiction. C'était de la cruauté documentée. Mon téléphone a sonné. Howard. Charles, tu as vu? J'ai vu. Rejoins-nous au Café Fletcher dans 1 heure. Tu ne devrais pas être seul. À 10 heures, je suis entré au Fletcher. Howard était là avec Norman et Béatrice. Ils se sont levés quand je suis entré. Charles. Béatrice m'a serré fort dans ses bras. Tout le monde a vu. Nous nous sommes assis. Norman a poussé un café vers moi. Tu as fait ce qu'il fallait, a-t-il dit. Montrer aux gens ce qui se passait. Je n'avais pas prévu ça, ai-je admis. Je voulais juste que quelqu'un en soit témoin, pour voir que je n'étais pas fou de me sentir blessé. 5 millions de personnes en ont été témoins, a dit Howard. Et ils sont tous de ton côté. Tes enfants, par contre? Béatrice a soupiré. Leurs téléphones doivent exploser. Les gens sont furieux. J'aurais dû me sentir coupable. Ce n'était pas le cas. Je ressentais quelque chose de froid, de tranquille. Une justice. Ils le méritent, a dit Norman. Ils se sont moqués de toi publiquement. Maintenant, le public répond. Nous avons parlé pendant 1 heure. Ils m'ont raconté les commentaires qu'ils avaient lus, des histoires de personnes qui s'étaient reconnectées avec leurs parents après avoir regardé. Alors que nous nous levions pour partir, mon téléphone a encore sonné. Numéro inconnu. J'ai failli ignorer l'appel, mais j'ai répondu. Monsieur Marshall, je m'appelle Malcolm Sterling, avocat ici à Paris. Je ne poursuis personne, ai-je dit. Ce n'est pas pour ça que j'appelle, a-t-il répondu calmement. J'ai suivi votre histoire. Nous devons discuter de votre patrimoine. Protégez vos biens. Les protéger de quoi? De personnes qui pourraient soudainement vouloir se réconcilier. Des personnes nommées Warren, Brice et Blair Marshall. Une compréhension froide m'a envahi. Je vois. Je peux vous rencontrer aujourd'hui ou le lendemain de Noël, a-t-il dit. Le plus tôt sera le mieux. Laissez-moi vous rappeler, ai-je dit. J'ai besoin de réfléchir. Bien sûr, mon numéro est sur votre écran. J'ai raccroché et regardé les familles passer en hâte avec leurs cadeaux. Des enfants tenant la main de leurs parents. Tout ce que j'avais voulu ce matin. Puis mon téléphone a encore sonné. Et encore.
Warren, Bryce, Blair, coup sur coup, leurs noms clignotant comme des accusations. Mes enfants avaient enfin vu la vidéo. Mes enfants se souvenaient enfin que j'existais. Mais ce n'était pas l'amour qui les faisait appeler. L'après-midi de Noël, 13 heures. Warren a appelé en premier. J'ai laissé sonner 3 fois avant de répondre. Allô? Papa. Sa voix était tendue. Tu dois retirer cette vidéo tout de suite. C'était un direct, Warren. Je ne peux pas défaire ce que 5 millions de personnes ont déjà vu. 5 millions? Il a fait un son étranglé. Tu réalises ce que tu as fait? Les gens m'attaquent en ligne. Les parents de Stella sont furieux. Mon patron a appelé ce matin, le jour de Noël. Il a dit que la banque ne pouvait pas avoir d'employés liés à des scandales publics. J'ai simplement mangé, ai-je dit calmement. Seul, la veille de Noël. Tu nous as fait passer pour des monstres. L'ai-je fait ou l'avez-vous fait vous-même? Silence. Puis, ce n'est pas juste, papa, tu es vindicatif. Vindicatif aurait été de poster vos messages moi-même. Je ne l'ai pas fait. Quelqu'un d'autre l'a fait. Jordan, a-t-il craché. Ce gamin que tu as laissé rester chez toi, il a divulgué notre discussion. Vraiment? Je ne saurais pas. J'étais occupé à manger le dîner que j'avais cuisiné pour 9 personnes. Warren a raccroché. 14 heures. Brice a appelé. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Pas de salutation, juste de la rage. Tu sais combien de clients j'ai perdus aujourd'hui? 4. Tout le monde pense que je suis un fils sans cœur qui a abandonné son père à Noël. Tu m'as abandonné à Noël. Ce n'est pas... Il a expiré brusquement. Tu détruis mon business, papa. À cause de quoi? Une rancune mesquine? Parce qu'on ne pouvait pas venir dîner? Ne pouviez pas ou ne vouliez pas? Quelle importance! Tu as fait ton point. Maintenant, arrange ça. Poste quelque chose. Dis que c'était un malentendu, qu'on avait d'autres plans. Je pourrais? Ai-je dit lentement. Mais ce serait un mensonge. Et j'en ai fini de mentir pour vous, Brice. Tu es incroyable, a-t-il craché. Absolument incroyable. Peut-être, mais au moins je suis honnête. Il a raccroché avec un juron. 15 heures. Blair. Papa. Sa voix était petite, tremblante, celle qu'elle utilisait quand elle voulait quelque chose. Papa, je suis tellement désolé pour le message, pour tout. C'était juste une blague stupide. Tu sais que je ne le pensais pas, n'est-ce pas? Je t'aime. Blair, tu ne m'as pas appelé papa depuis que tu avais 12 ans. Ne commence pas maintenant parce que tu as peur. J'ai peur, papa. Les gens m'envoient des messages horribles. J'ai perdu 2 contrats de marque aujourd'hui. Mon Instagram est plein de haine. S'il te plaît, tu dois arranger ça. Était-ce un malentendu quand tu ne m'as pas invité au vernissage de ta galerie? Quand tu as dit à ton ami que je n'étais pas assez esthétique pour ta vie? Inspiration brusque. Comment as-tu... J'ai des oreilles, Blair. Et apparemment, je ne suis pas aussi invisible que tu le pensais. Papa, s'il te plaît, la vérité est sortie maintenant. Ce qui se passe ensuite dépend de toi. J'ai raccroché. La cuisine était à nouveau silencieuse, sentant encore faiblement la dinde. Mon téléphone était silencieux. Plus d'appels désespérés. Il n'était pas désolé, juste effrayé. Effrayé du jugement. Effrayé de perdre ce qu'ils pensaient leur appartenir. Mais ils avaient oublié quelque chose. J'étais toujours vivant, toujours capable, toujours en contrôle. À 19 heures, j'ai appelé Malcolm Sterling. Il a répondu immédiatement. Charles, j'espérais avoir de vos nouvelles. Malcolm, parlons de ce plan successoral. Je suis prêt à faire quelques changements. Je vais préparer les papiers. Pouvez-vous venir le 27 décembre? Je serai là. Quand j'ai raccroché, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Pas de la colère, pas de la peine. Un but. Et à ce moment-là, j'avais déjà pris 3 décisions qui allaient changer la vie de mes enfants pour toujours. On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. La mienne a été servie avec des documents juridiques. 27 décembre, 2 jours après Noël. Le cabinet de Malcolm Sterling se trouvait au 15e étage d'une tour de verre du quartier de La Défense. Chrome, cuir et baies vitrées surplombant les toits de Paris. Je suis arrivé à 10 heures avec un dossier de documents. Mon testament, les titres de propriété, les relevés bancaires.
Tout ce que Malcolm avait demandé. Il m'a accueilli avec une poignée de main ferme et, étonnamment, du respect. Charles, j'ai réfléchi à votre situation. Vous faites le bon choix. Protéger vos biens n'est pas vindicatif, c'est intelligent. Nous nous sommes assis. Il a exposé ce que je pouvais et ne pouvais pas faire légalement, ce qui tiendrait si mes enfants le contestaient. J'ai écouté, mais ma décision était déjà prise. Je veux faire 3 changements, ai-je dit. Malcolm a sorti un bloc-notes juridique. Allez-y. Premièrement, mon testament. Warren, Brice et Blair n'obtiennent que le minimum légal. Le reste va à une association. Quelle association? La Fondation des parents abandonnés. Ils aident les parents aliénés. Il a noté cela en hochant la tête. Poétique. Deuxièmement, des fonds en fiducie pour mes petits-enfants, Parker et Ella. 200 000 € chacun, gérés indépendamment jusqu'à leurs 25 ans. Leurs parents ne peuvent pas y toucher. Intelligent. Protéger les enfants de leurs parents. Ils sont innocents. Je ne les punirai pas pour qui les a élevés. Malcolm a levé les yeux. C'est généreux, vu tout ce qui s'est passé. Ils ont 8 et 5 ans. Ils n'ont pas choisi ça. Peut-être qu'un jour, ils se souviendront que leur grand-père leur a donné quelque chose de réel, la sécurité. Troisièmement, je vends ma maison. Trop grande pour moi. Trop de souvenirs que je ne veux plus. Il a marqué une pause. Vous réalisez que cela signifie que vos enfants n'héritent presque de rien. Le produit de la vente ira surtout à l'association. Ils se sont déshérités eux-mêmes quand ils ont ri à l'idée de me laisser manger seul à Noël. Il a hoché la tête lentement. Je vais tout rédiger aujourd'hui. Nous aurons besoin de témoins et d'une notarisation. Pouvez-vous signer le 29? Je serai là. Mon téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai failli l'ignorer, mais Malcolm m'a fait signe de répondre. Ça pourrait être important. Allô? Monsieur Marshall, ici Caroline Fletcher, productrice chez Saveur de Vie, une chaîne cuisine et lifestyle. J'ai vu votre vidéo. 20 millions de personnes l'ont vue en fait. Nous aimerions discuter d'une série. Une série? Ai-je répété? Oui. Cuisine et récits, famille, conversations vraies. Les gens se sont connectés avec votre honnêteté. Nous pensons que vous pourriez aider d'autres personnes traversant des situations similaires. Malcolm a haussé un sourcil, souriant. Je vais devoir y réfléchir, ai-je dit. Bien sûr. Mais Charles, votre histoire compte. Elle m'a donné ses coordonnées. J'ai promis d'appeler dans la semaine. Quand j'ai raccroché, Malcolm a ri. Une émission télé. Vos enfants vont devenir fous. Bien, ai-je dit. Et je le pensais. 2 jours plus tard, le 29 décembre, je suis retourné signer mon Nouveau Testament, les documents de fiducie et l'autorisation de vendre ma maison. Ma signature était ferme, ma conscience claire. Le même après-midi, j'ai rappelé Caroline Fletcher et j'ai dit oui. En une semaine, j'avais signé 2 contrats. Un avec Malcolm protégeant mes biens et l'avenir de mes petits-enfants, un avec Caroline me donnant un but auquel je ne m'attendais pas. Mes enfants allaient découvrir que perdre leur héritage était le moindre de leurs problèmes. Le karma n'a pas besoin de mon aide, mais le regarder à l'œuvre était étrangement satisfaisant. Début janvier. Les conséquences sont arrivées plus vite que je ne l'avais prévu, livrées non par ma main, mais par le sens de la justice du destin. La première messagère a été ma voisine, Barbara Coleman, avec son café habituel et son timing impeccable. « Charles », a-t-elle dit le 3 janvier en s'installant dans ma chaise de cuisine comme si elle lui appartenait. « Tu as entendu que Warren a été licencié de la banque ?» J'ai fait une pause au milieu du service. « Licencié ?»« Viré ?» a-t-elle corrigé, les yeux brillants. Mon amie Linda travaille au RH. Elle a dit que son patron ne pouvait pas le garder après ce scandale. Des clients ont menacé de retirer leur compte s'il restait. Le conseil était furieux. J'ai hoché la tête, silencieux. Barbara n'avait pas fini. La famille de Stella est furieuse aussi. Sa mère a traité Warren d'embarras pour le nom de famille. Tu imagines? Je pouvais, je ne l'ai pas dit. 2 jours plus tard, le 5 janvier, j'ai croisé Norman à l'épicerie. Il chargeait des oranges quand il m'a repéré. « Charles, je voulais t'appeler. » Il a baissé la voix. « Mon neveu est dans l'immobilier. Il dit que le business de Brice s'effondre. Les clients ne veulent pas acheter de maison à ce type qui a abandonné son père. » Ses mots, pas les miens.
Brice a perdu 3 grosses affaires en une semaine. Et les huissiers appellent. Ils vivaient à crédit. Les voitures, les costumes, tout financé, tout en retard. J'ai pris un pamplemousse, je l'ai examiné. C'est malheureux. Norman m'a étudié. Tu n'as pas l'air surpris? Je ne le suis pas. Brice a toujours dépensé de l'argent qu'il n'avait pas. Je ne réalisais juste pas à quel point le trou était profond. Le 7 janvier, Howard m'a envoyé un texto. Déjeuner au café habituel. Autour de burgers et de frites, il a livré le prochain coup. J'ai vu quelque chose en ligne sur Blair, a-t-il dit. Elle a perdu tous ses partenariats avec les marques. J'ai levé les yeux. Tous? Apparemment, les entreprises ne veulent pas d'influenceuses qui se moquent de leur père à Noël. Son manager l'a larguée aussi. Et il a hésité. Elle a perdu son appartement. Impossible de payer le loyer. Elle fait du couchsurfing. J'ai posé mon burger. Mon appétit a disparu. Ça va? A demandé Howard. Je ne sais pas, ai-je dit honnêtement. Une partie de moi savait que ça arriverait. Une partie espérait que non. Barbara est revenue le 10 janvier, apportant le chapitre final. La femme de Warren demande le divorce, a-t-elle annoncé avant que je puisse offrir du café. Apparemment, elle cachait de l'argent depuis des années, des comptes séparés. Il vient de le découvrir. Il est fauché, sans emploi et sur le point de perdre la garde. Son avocat est impitoyable. Je me suis assis lourdement à la table. Barbara a finalement senti mon silence. Charles, tu n'as pas l'air heureux de tout ça. Je ne le suis pas, ai-je dit doucement. Pas heureux, même pas satisfait, juste acceptant. Acceptant quoi? Que je n'ai pas causé ça, Barbara. Leurs choix l'ont fait. J'ai juste arrêté de les protéger des conséquences. Elle est partie peu après. Ce soir-là, seul dans mon appartement, j'ai regardé la pluie parisienne tracer le verre. Les mondes de mes enfants s'effondraient. Je savais que ça pouvait arriver. Je m'y étais même préparé. Mais je ne m'étais pas préparé à ce que ça ferait. Pas de joie, pas de vengeance. Quelque chose de plus calme. Un mélange de chagrin et de soulagement. Mon téléphone a vibré. Un appel manqué. Caroline Fletcher. Pendant que les mondes de mes enfants s'effondraient, le mien commençait tout juste à fleurir. Caroline Fletcher m'avait fait une offre que je ne pouvais pas refuser. À 59 ans, je pensais que ma vie touchait à sa fin. Il s'avère qu'elle ne faisait que commencer. Fin janvier. Les lumières du studio étaient plus brillantes que je ne l'avais imaginé. Mais étrangement, me tenir devant cette caméra ressemblait à un retour à la maison. Prêt quand vous l'êtes, Charles, a appelé Caroline Fletcher depuis derrière le moniteur. Le premier épisode de Saveurs de vie avec Charles Marshall s'intitulait Le dîner de Noël qui a tout changé. J'ai raconté mon histoire en désossant un poulet, parlant de sacrifices et de limites. La nourriture n'est pas que de la subsistance, ai-je dit à la caméra. C'est de la mémoire, c'est de l'amour. Et parfois, c'est la dernière conversation que vous aurez jamais avec quelqu'un. L'épisode a été diffusé le 1er février. 8 millions de personnes l'ont regardé. Charles, la chaîne est en extase, m'a dit Caroline à minuit. Les gens disent que tu es un héros. Je ne suis pas un héros. Je suis juste un père qui a finalement choisi lui-même. Travailler avec Caroline était facile. Elle avait 55 ans, divorcée depuis 3 ans. Elle comprenait la perte. Nous montions les épisodes tard le soir, testant des recettes, riant ensemble. 2 personnes reconstruisant leur vie. Mi-février, la maison s'est vendue. Je n'ai pas pleuré. Je me suis senti plus léger. J'ai acheté un appartement de 2 chambres dans le Marais. Plus petit, moderne, lumineux. C'était le mien. Pas de fantômes, pas d'obligations. Juste des possibilités. Le 20 février, j'ai organisé une pendaison de crémaillère. Howard, Norman et Béatrice sont venus. Au nouveau commencement, a toasté Howard. Je ne t'ai pas vu aussi vivant depuis des années, m'a dit Norman. Tu es libre. J'ai regardé mes amis, la vie que j'avais reconstruite. Ouais, je suppose que oui. Ce soir-là, seul près de la fenêtre avec un whisky, mon téléphone a sonné. Warren domicile. J'ai hésité, puis répondu. Papy. Une petite voix. Parker? Tu me manques. Est-ce que je peux venir te voir? Juste moi et Ella?
Ma gorge s'est serrée. Bien sûr, mon grand, quand tu veux. Je t'aime, papy. Je t'aime aussi, Parker. Il a raccroché. Pas mes enfants. Pas encore. Peut-être jamais. Mais leurs enfants. Les innocents. 2 semaines plus tard, 3 lettres sont arrivées, écrites à la main. Une de Warren, une de Brice, une de Blair. Début mars. Les lettres sont restées sur mon comptoir 2 jours avant que je les ouvre. La lettre de Warren. Papa, j'ai perdu mon travail. Stella m'a quitté. Pour la première fois depuis des années, je suis vraiment un père. Je fais le petit déjeuner. Je lis des histoires au coucher. Je vois maintenant comment je t'ai traité. Comme un distributeur automatique. Tu méritais tellement mieux. Je suis en thérapie. Pas pour te reconquérir, mais pour être meilleur pour mes enfants. Je suis désolé, papa, parce que tu méritais l'entendre il y a des années. Warren. La lettre de Brice. J'ai vécu un mensonge. Les voitures, les dîners chers, tout en dette. J'ai tout perdu. C'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Je travaille comme commis de cuisine maintenant. Humiliant, mais honnête. Je vais tout rembourser, même si ça me prend 20 ans. Brice. La lettre de Blair. J'ai passé ma vie à chercher la validation d'étrangers sur Internet. J'avais honte de toi. J'ai supprimé tous mes réseaux sociaux. Je travaille dans une librairie maintenant. Shakespeare and Company. J'apprends à valoriser les vraies choses. Je veux apprendre à te valoriser à nouveau. Pas parce que tu es devenu viral, parce que tu es mon père, Blair. J'ai ressenti du soulagement, de la tristesse, de l'acceptation, mais aussi quelque chose de fragile et d'inattendu, de l'espoir. Je n'ai pas répondu immédiatement. Certaines blessures ont besoin de temps, mais 3 mois plus tard, par un après-midi ensoleillé de mai, j'ai pris mon téléphone et passé un appel. 6 mois après ce dîner de Noël, je me tenais devant une table différente. Cette fois, je n'étais pas seul. Juin, centre communautaire de Paris. 25 étudiants me regardaient cuisiner. Caroline filmait à mes côtés. La nourriture n'est pas que de la subsistance, leur ai-je dit. C'est de l'amour, c'est de la connexion. Les étudiants nous aimaient. Pas seulement la cuisine, mais la chimie entre Caroline et moi. Nous ne la cachions plus. Après le cours, Caroline m'a demandé doucement « Tu as décidé ?» Elle parlait des lettres. « Ouais, j'ai appelé Warren. Je vois Parker et Ella samedi prochain. Juste les enfants d'abord. » Elle a serré ma main. « Prêt ?» Et je l'étais. 15 juin. Un parc près du bois de Boulogne. Parker et Ella ont sprinté vers moi. « Papy ?» Parker avait grandi, 9 ans maintenant. Ella, 6 ans, avec un sourire édenté. « Papa est différent maintenant, » a dit Parker. « Il fait des crêpes tous les dimanches. Il nous lit des histoires. Il nous apprend à cuisiner, » a ajouté Ella. « Comme toi. » Ma gorge s'est serrée. « Tu es encore fâché contre papa ?» a demandé Ella. Je me suis agenouillé. « Non, ma chérie, mais les choses sont différentes maintenant, d'une bonne manière. On apprend à mieux s'aimer. » Nous avons joué pendant des heures. Quand Warren est venu les chercher, nous avons échangé un signe de tête à distance. Il a articulé « Merci ». J'ai accepté de revoir mes enfants, mais à mes conditions, lieu neutre, 1 fois par mois. « Vous êtes les bienvenus dans ma vie », ai-je dit à Warren. « Mais vous n'êtes plus le centre. J'ai des amis, Caroline, mon travail, moi-même. Vous faites partie de ma vie, pas la totalité. » Je comprends, papa, c'est juste. Ça l'était. Les gens me demandent si je pardonne à mes enfants. Oui. Mais le pardon n'efface pas le passé. Ils ont brisé quelque chose de précieux. Même réparé, on voit encore les fissures. Je ne regrette rien. Le direct, le testament, les limites, ils ont fait grandir mes enfants et m'ont libéré pour enfin vivre. Si vous êtes un parent qui se sent invisible, écoutez-moi. Votre valeur n'est pas définie par leur reconnaissance. Vous choisir n'est pas égoïste. C'est de la survie. Et il n'est jamais trop tard pour commencer à vivre pour vous. Ce soir-là, Caroline est arrivée avec du vin et des ingrédients pour des pâtes carbonara. Nous avons cuisiné ensemble en rythme. Elle a haché la pancetta. J'ai battu les œufs. Nous avons ri. Mon téléphone a vibré. Une vidéo de Parker. « Je t'aime, papy. » Elle a dit bonjour. J'ai souri, envoyé un emoji cœur. Je me suis retourné vers Caroline, vers le repas.
vers la chaleur de sa main effleurant la mienne, vers ma vraie vie, enfin. Certaines histoires se terminent avec tout le monde ensemble. La mienne s'est terminée avec moi entier. Et c'était suffisant. En regardant en arrière, je réalise que j'ai attendu trop longtemps. J'ai passé des années à espérer que mes enfants voient de ma valeur, alors que j'aurais dû la voir moi-même. Ne faites pas mon erreur. N'attendez pas un point de rupture pour poser des limites. L'histoire de ce grand-père n'est pas que la mienne. C'est une leçon pour chaque parent qui a tout donné et reçu de l'indifférence en retour. Dieu nous a donné la capacité d'aimer inconditionnellement. Mais il nous a aussi donné la sagesse de protéger nos propres cœurs. La leçon que j'ai apprise. Aimez vos enfants farouchement, mais ne vous perdez jamais dans le processus. Enseignez-leur le respect en vous respectant d'abord. Si vous vivez une version de mon histoire, écoutez ceci. Votre valeur n'est pas mesurée par combien vos enfants ont besoin de vous. Elle est inhérente. Elle ne diminue pas quand ils oublient d'appeler ou de dire merci. Cette histoire vraie m'a appris que les limites ne sont pas des murs. Ce sont des ponts vers des relations plus saines. Ne soyez pas comme j'étais, invisible dans votre propre vie, attendant la permission d'avoir de l'importance. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si elle t'a touché, laisse un like, écris en commentaire ce qui t'a le plus parlé et abonne-toi à la chaîne. Beaucoup d'autres histoires arrivent. Ce n'est pas la fin de la mienne. C'est seulement le début de quelque chose de meilleur.